Bien, bonjour à tous. Voici une première vidéo d'explication quant au chapitre que j'ai pu vous envoyer par mon bureau numérique là tout récemment. Donc cette première partie, elle va se concentrer, cette première vidéo, sur la première page de la leçon qui concerne la fondation de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Alors on se situe à la sortie, à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, et les alliés, donc le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique, se sont réunis plusieurs fois, on l'avait vu, notamment c'est le cas à la conférence de Yalta, et ont décidé ensemble de la fondation d'une nouvelle organisation qui a vocation à remplacer la Société des Nations. Une Société des Nations qui a complètement échoué. Son but était de maintenir la paix, mais la Seconde Guerre mondiale a éclaté et on a eu au final le conflit le plus ravageur de l'histoire de l'humanité. Donc après la chute de la Société des Nations, il faut créer une nouvelle organisation pour maintenir la paix. Ça va être le but de cette organisation des Nations Unies. Alors qui va en faire partie? Ça, c'est la première question que vont se poser nos trois dirigeants alliés, donc Franklin Roosevelt pour les États-Unis d'Amérique, Winston Churchill pour le Royaume-Uni et Joseph Staline, pour l'Union soviétique. Ceux qui vont en faire partie sont tout simplement ceux qui ont déclaré la guerre aux forces de l'Axe. Donc aux forces de l'Axe, il s'agit du Troisième Reich, de l'Empire du Japon, de l'Italie fasciste. Donc tous les États qui ont déclaré la guerre à ces forces-là vont pouvoir avoir une place à l'Organisation des Nations Unies. Alors à quoi ça ressemble? Voici donc une carte avec en rouge absolument tous les États qui ont été membres fondateurs de l'Organisation des Nations Unies. On le voit ici, ça représente quand même une bonne part du planisphère. On a par exemple tout le continent américain, tous les États du continent américain, à quelques exceptions près, font partie dès le départ de cette organisation des Nations Unies. On a aussi une bonne partie de l'Asie, avec notamment la République de Chine, l'Inde, etc. etc. Alors à noter ici par exemple l'Union soviétique aussi évidemment, mais que la plupart des États qui figurent sur cette carte n'existent pas forcément en tant qu'État ou alors pas avec les frontières qu'on connaît aujourd'hui. Je pense notamment à tout ce qui est Afrique équatoriale, Afrique occidentale française, les colonies françaises en Afrique, ou à Madagascar par exemple aussi colonie française. C'est le cas aussi pour l'Inde, qui à ce moment-là est l'Empire britannique des Indes, et qui inclut donc ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'Union indienne, le Pakistan et le Bangladesh. Alors ça c'est pour les États qui en font partie, mais certains États ne vont pas en faire partie. On a notamment ici ce que j'ai mis en noir, le Portugal. Alors le Portugal c'est un pays européen qu'on n'a pas évoqué vraiment pendant le cours sur la Seconde Guerre mondiale, notamment parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est un pays qui vit sous une dictature militaire, la dictature du colonel Salazar, et qui reste neutre durant tout le conflit. Alors pourquoi cette neutralité? Le Portugal est allié du Royaume-Uni, mais ne tient pas spécialement à être envahi par les forces de l'Axe et par le Troisième Reich. Donc les Portugais vont maintenir des relations diplomatiques avec le Royaume-Uni et avec l'Allemagne. Alors ça va se concrétiser comment? Des soldats britanniques vont avoir le droit de s'entraîner dans des bases militaires au Portugal. Et dans le même temps, les Portugais vont envoyer du minerai et des métaux précieux à l'Allemagne pour faire fonctionner sa machine de guerre. Alors pourquoi le Portugal, j'en parle ici? Justement parce que le Portugal, ça n'est pas que ce petit pays ici. Faut le rappeler, on se situe en 1945 et vous avez aussi l'Angola et le Mozambique qui sont des colonies portugaises, ce qui explique que les deux pays ici ne font pas partie de l'Organisation des Nations Unies au départ. Autre exemple dans ce cas-là, c'est la Finlande. Alors la République de Finlande, là c'est pour des raisons différentes qu'elle ne fera pas partie de cette organisation des Nations Unies, en tout cas pas au départ. Là la raison elle se situe à ce qui se passe pendant la guerre en Finlande. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Finlande elle est en guerre contre l'Union soviétique qui a tenté de l'envahir à plusieurs reprises. Et lorsque l'Allemagne nazie déclenche l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique, la Finlande, qui est déjà en guerre contre l'Union soviétique, se retrouve de facto alliée à l'Allemagne, même si c'est un peu contre sa volonté. Donc à la sortie de la guerre, pas de place pour la Finlande à l'ONU. Terminé. Alors comment ça fonctionne, cette organisation des Nations Unies? Là c'est un petit peu complexe.
On a plusieurs instances, plusieurs institutions qui vont être fondées dès le départ. Je pense notamment à l'Assemblée Générale. Alors voici un petit peu le fonctionnement de l'ONU. Vous avez au centre cette Assemblée Générale. Alors aujourd'hui ça comprend 193 pays. À ce moment-là, on a 51 États membres. Chaque État dispose d'une voix. Il s'agit d'une assemblée, un petit peu comme on peut en trouver, une assemblée qui va délibérer, qui va prendre des recommandations. Chaque État dispose d'une voix et peut voter. Bien. Ça, c'est l'organe qui a en fait quasiment le moins de pouvoir à l'intérieur de cette organisation des Nations Unies. Alors, pas forcément le moins de pouvoir, c'est une organisation qui est représentative de tous les États qui font partie de l'ONU. Mais là où se situe vraiment le pouvoir, c'est ici. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est là que va se jouer vraiment la partie. Conseil de sécurité, vous avez 5 membres permanents. 5 membres permanents qui sont le Royaume-Uni, la République de Chine, la France, l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique. Alors pourquoi ces 5-là? Tout simplement, ce sont les 5 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez les alliés que sont le Royaume-Uni, la République française et les États-Unis d'Amérique. L'Union soviétique de son côté qui a grandement participé, si ce n'est pas vaincu quasiment l'Allemagne à elle seule. Et la République de Chine qui était en guerre et envahie par l'Empire du Japon. Donc ces 5-là, ils vont avoir un pouvoir particulier à l'intérieur de l'ONU. Ils vont avoir ce qu'on appelle un droit de veto. Droit de veto, ça veut dire qu'ils peuvent s'opposer à toutes les décisions qui vont être prises par l'ONU. Alors on verra par la suite que ça, c'est quelque chose de tout à fait complexe, dans le sens où ça va amener à des situations de blocage assez rapidement. Alors, je vous rappelle, on est ici au début du chapitre sur la guerre froide qui va opposer l'Union soviétique d'un côté et les États-Unis de l'autre. Tous deux sont membres du Conseil de sécurité de l'ONU, tous deux ont un droit de veto. Et dès lors, pendant quasiment toute la période de la guerre froide, dès que les États-Unis proposeront quelque chose, l'Union soviétique y mettra son veto. Et dès que l'Union soviétique proposera quelque chose, ce seront les États-Unis qui vont mettre un veto. Donc ça va amener rapidement à des blocages importants. Néanmoins, malgré ces blocages, malgré certains États, donc comme on a vu le Portugal, la Finlande, qui n'en font pas partie dès le départ, eh bien cette organisation, elle va plutôt bien fonctionner. Et elle existe toujours aujourd'hui. Alors aujourd'hui, comme je vous disais, elle compte non plus 50 États membres, mais 193. Donc c'est la quasi-totalité des États de la planète. Donc c'est une organisation qui fonctionne encore aujourd'hui correctement. Elle dispose de plusieurs programmes d'aide au développement, par exemple. Donc, je pense au programme des Nations Unies pour le développement ou l'UNICEF. Donc, ce sont des programmes qui sont alimentés financièrement par les États membres et qui vont aller délivrer de l'aide humanitaire, construire des écoles, etc., dans des lieux où il y en a besoin. Donc nous, ce qu'on va se demander dans ce chapitre, c'est on a cette organisation des Nations Unies qui est créée à la sortie de la guerre. L'Allemagne nazie est vaincue, les criminels de guerre nazis ont été jugés et condamnés, pour certains exécutés. Normalement, on entre dans une période de paix. Alors, on va voir rapidement que ça n'est pas le cas, ou en tout cas pas complètement. Les deux principales puissances mondiales que sont l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique vont s'opposer, vont s'affronter régulièrement tout au long de notre période d'études ici, qui va courir de 1947 jusqu'à 1991. Alors pourquoi cette date de fin? 1991, c'est l'effondrement de l'Union soviétique. Donc ce qu'on va se demander ici, c'est quelle forme vont prendre ces affrontements? Comment ça va se passer? Puisqu'il n'y a pas eu de guerre officielle, il n'y a pas eu de guerre déclarée entre l'Union soviétique et les États-Unis. Ils ne sont jamais officiellement en guerre et aucun soldat soviétique et américain, ou presque, ne vont entrer en conflit. On n'a pas de conflit armé. Pour autant, on parle quand même de guerre froide. Alors pourquoi? C'est toute la question qu'on va se poser lors de ce chapitre. Et c'est ce qu'on commencera à aborder dès la prochaine vidéo. Eh bien écoutez, si vous avez aimé, je vous encourage à mettre un petit pouce bleu. Et si vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir là, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Allez, je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.